Madame, monsieur, bonsoir. À l'école de la démocratie, les États africains ont-ils la réputation d'être de mauvais élèves? L'édification d'une véritable démocratie est mise à mal par la persistance de considérations tribales, ethniques ou encore claniques. Il importe alors de repenser la démocratie en Afrique en commençant par s'affranchir du mythe selon lequel, en raison de leur organisation traditionnelle, les sociétés africaines seraient incompatibles avec la démocratie. La marche engagée par l'Afrique vers la démocratie par la voie institutionnelle ne sera véritablement effective qu'avec l'essor d'une véritable culture démocratique des hommes. Ce texte est de Biléo Sakpané-Bati. C'est un juriste publiciste togolais qui se distingue par la remise en cause des systèmes politiques qui marginalisent leur population au profit d'une minorité au sommet. Sa pertinence va introduire le second thème qui sera abordé ce soir. Quelle démocratie pour le Cameroun? Un débat qui va s'inspirer des critères définis pour apprécier le niveau de démocratisation de notre pays. Critères qu'on mettra en parallèle, évidemment, avec la réalité que nous vivons aussi au Cameroun, compte tenu de nos spécificités. En premier lieu, nous allons abondamment faire le débriefing des résolutions prises par le Parlement de l'Union européenne à l'égard du Cameroun et analyser pour comprendre les réactions qui s'en suivent, tout en mettant en exergue le contenu des rapports Cameroun-Union européenne. Cameroun-Union européenne, quel avenir? C'est le premier thème. Et puis, je l'ai dit, on parlera après de la démocratie, pour dire quelle démocratie pour le Cameroun. Avec, comme il est de coutume, 4 invités, 2 spécialistes. Je veux dire, il y a Joël Raphaël, le docteur Joël Raphaël Ouansi, qui est internationaliste. Bonsoir, Joël Raphaël. Bonsoir. Merci à nouveau d'être avec nous. Juste en face de vous, nous avons Martin Obazing, banquier et économiste banquier. Bonsoir, Martin. Bonsoir. Merci encore d'être là. C'est plutôt moi qui vous remercie. Anissé Kane, bonsoir. Bonsoir. Le président du Malidem. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Et puis Abdoulaye Ado de l'ANDP. Bonsoir. Bonsoir député et bonsoir à tous les copanélistes. Il est parti de Yaoundé. Au téléphone tout à l'heure, on aura depuis Washington Christian Ebeke. C'est un Camerounais qui est représentant adjoint du FMI pour l'Union européenne. Juste derrière la transition, on prend donc le premier thème. Alors, on va parler des relations Cameroun-Union européenne pour s'interroger. Et avec tout ce qui se passe, vous le savez, le Parlement de l'Union européenne à la semaine, le Parlement européen, si vous voulez, à la semaine dernière, pris un certain nombre de résolutions. On regarde la situation socio-politique du Cameroun, crise anglophone, interpellation des militants du du MRC, parmi lesquels le professeur Maurice Kamto, qui depuis la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle déclare avoir été élu. Il dénonce donc ce qu'il appelle un hold-up électoral. À la suite de cette sortie de l'Union européenne dans pratiquement l'ensemble des institutions locales, le Cameroun est en train de réagir. Pas plus tard que hier, c'était le ministre de la Communication qui a, évidemment, dans le cadre d'un point de presse à Yaoundé, a réagi. Bien avant lui, on a vu le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Alors, peut-être d'entrée, chers messieurs, on regarde ce qui se fait depuis peut-être 5 à 6 jours. Êtes-vous surpris par ce qui paraît pour l'instant un peu comme un match de ping-pong, sachant que le premier service a été attribué au Parlement de l'UE? Je vais commencer par vous, Joël Raphaël. Je suis particulièrement pas surpris. Je vais dire, nous ne sommes pas surpris parce que le Cameroun ne peut pas se singulariser par rapport à ce qu'on appelle la communauté internationale. Il y a un ensemble d'États, il y a un ensemble d'instruments internationaux, il y a un ensemble de droits internationaux et de relations internationales qui régissent les relations entre les États. Dès lors, lorsque une organisation qui a des relations dans un cadre bien précis, je veux parler du cadre ACP-CE, du vieux cadre ACP-CE, je veux parler des accords de Lomé, et que les États signent des accords entre eux,
avec des organisations internationales pour respecter un certain nombre d'obligations en matière de gouvernance, en matière de protection de l'environnement, en matière de santé et reste, alors ces États sont tenus de répondre à ces obligations. Ces tenues sont tenues. Dès lors qu'il y a une fracture, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une situation telle que celle que nous sommes en train de vivre ici, il est tout à fait normal que ces organisations réagissent. Et il appartient aussi à l'État de réagir. Mais ce ne sont que des résolutions. Ces résolutions sont des avis émis sur des situations et il appartient aux États de se justifier en la matière. Malgré tous les nationalismes éthiques que nous sommes en train de soulever depuis un certain temps, je crois que c'est tout à fait normal dans l'ordre international une telle réaction. Bon, bien entendu, je pense que c'est tout à fait normal au regard du niveau de relation que le Cameroun a avec l'Union européenne. Comme vous le savez bien, ces relations datent d'au moins une soixantaine d'années, juste après les indépendances. Il me semble quand même que cette réaction a certainement pu avoir une certaine irritation de part et d'autre, étant entendu que cette situation, notamment en ce qui concerne les problèmes de sécurité, date de 3 ans aujourd'hui. Et justement, je pense que l'État du Cameroun a pensé que l'analyse telle qu'elle a été faite, les résolutions, ont eu un certain parti pris. C'est-à-dire que la position de l'Union européenne a été un peu unilatérale. Mais moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, puisque c'est ce qui se passe normalement dans les relations entre les États, surtout qui sont d'une vieille et ancienne relation. Naturellement, tout va entrer dans l'ordre, parce que ce qui nous unis aujourd'hui est certainement beaucoup plus important que ce qu'ils peuvent utiliser à l'heure où nous parlons. Donc je pense que naturellement le gouvernement du Cameroun, qui est d'accord d'avoir signé tous ces accords, va être certainement en train de marquer d'une certaine manière son pan de souveraineté. Vous savez très bien que tout peuple, quoi qu'il soit, a souvent besoin quand même à un moment donné d'exprimer sa capacité à agir au nom de son peuple. Donc naturellement je pense que ce problème va se tasser et que la raison finira par l'emporter. Une fois encore, comme je vous l'ai dit, les relations que le Cameroun a avec l'Union européenne sont d'une telle importance aujourd'hui que personne n'a besoin qu'il y ait des antagonismes qui peuvent faire des éclaboussements peut-être très acceptables. Abdoulaye Ado. Oui, pour moi c'est maladroit d'abord, c'est pas élégant, parce que quand vous n'avez pas mené une enquête, ne venez pas faire des affirmations gratuites. Je ne sais pas s'il y a un seul député européen qui est venu sur le terrain confirmer les allégations des autres. L'ambassade, ça ne suffit pas. Il y a quand même des instruments de relais, Amnesty International. Je suis d'accord, sauf que moi, pour la plupart du temps, au risque de choquer ceux qui sont dans des ONG au Cameroun, pour moi, c'est des opposants en cagoule. Ils n'ont pas le courage d'être des opposants contre le système. Malheureusement, c'est eux qui relaient un certain nombre de choses. Moi, j'ai été victime. Il y a une radio basée en Europe, sur le territoire de l'Union européenne, où j'intervenais régulièrement. Un jour, ils ont fini par me dire pourquoi il faut que je trouve quelque chose contre le régime. J'ai dit que je ne vais pas inventer des faits. Ils m'ont donc dit que bon, si tu ne peux rien trouver contre le régime, on ne va plus te prendre. Et ça fait 8 mois, ils ne m'ont jamais pris. Dès lors que c'est donc comme ça veut dire que des gens, pour des intérêts inavoués, des intérêts de financement, un certain nombre d'intérêts, sont prêts à sacrifier le Cameroun sur l'autel de leurs intérêts et des financements occultes qu'ils reçoivent pour ternir l'image du Cameroun. Donc,
malheureusement, ce sont ces gens-là qui relaient donc à travers les lobbying. On sait qu'il y a un certain nombre de Camerounais à l'extérieur. On sait que la Belgique, c'est le centre de lobbying. On sait qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont décidé donc de ternir l'image du Cameroun en passant par leurs réseaux qui sont soit à l'Union européenne, soit aux États-Unis. Donc, en vérité, les gens ont su même quand ils prennent position, il y a beaucoup d'approximations. C'est-à-dire, on sent qu'ils sont en train de divaguer, ils n'ont pas la maîtrise du Cameroun et d'un certain nombre de choses du Cameroun. C'est donc juste des gens qu'on a instrumentalisés et qui, en fin de mandat, croient qu'ils doivent faire une action d'éclat. Ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Si c'était sérieux, sincère, après enquête, ils aboutissent à des conclusions. À ce moment-là, on peut s'arrêter. Anissé Kane. Je suis surpris qu'en 2019, il y a encore des Camerounais qui pensent que les rapports sur le plan international sont liés par les problèmes de valeurs démocratiques, de valeurs universelles. C'est un rapport de force financier et économique. Je suis donc surpris que ceux qui ont parlé avant parlent de devoir. Israël a fait des années qui ne respecte aucune résolution de l'ONU. Il y a 60 000 Palestiniens qui sont estropiés, qui vivent dans le blocus de Gaza. Israël est membre de l'ONU. Donc comment voulez-vous, quand je l'ai dit, imaginer que l'Union européenne, dans ses sorties, a un souci majeur de démocratie et de défense des droits de l'homme en Afrique? Pas du tout. C'est un problème d'intérêt. Général de Gaulle a martelé que les États ont des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Et la sortie de l'Union africaine procède de cette pression de l'Union européenne, procède de ce jeu de pression par rapport à leurs intérêts. Vous imaginez que l'Union européenne peut mettre en jeu les énormes intérêts financiers, pas des États, mais des firmes européennes qui pillent les richesses du pays, du Cameroun, sous prétexte que ils adorent les Camerounais. Il ne faut pas que les Camerounais vivent dans un gouvernement de dictature qu'ils soutiennent, qu'ils ont mis en place lors des indépendances. Moi, je suis surpris que mon voisin ait parlé de devoir parce qu'on a signé des accords. Il y a des tas de pays qui ont signé des accords, qui sont à l'ONU, qui ne respectent aucune résolution. Ça se règle par le rapport de force sur le terrain. Un point, un trait. C'est la première chose. Deuxièmement, sur le fond, l'Union européenne, l'Assemblée, le Parlement européen est une foire politique. Il suffit d'avoir un ami député européen et vous amenez à l'ordre du jour les problèmes de votre pays. Vous amenez un rapport, une vidéo, quelques images, et il sera mis ce point à l'ordre du jour du Parlement européen. D'autant plus que ce genre de débat, si vous regardez bien les télévisions, se passe devant 40-50 députés sur les 680 qui existent. Vous n'imaginez pas que l'ensemble du Parlement européen s'est réuni pour discuter de la situation au Cameroun. Ça n'empêche que les résolutions étaient arrêtées. Hein. Mais elles peuvent arrêter par 40 députés. Ça n'empêche pas que s'engage le Parlement. Oui, mais pour vous dire l'intérêt qu'on veut nous faire croire de cette résolution, il y a des milliers, des dizaines de milliers de résolutions de l'Union européenne qui n'ont eu aucune suite. Parce que c'est une foire politique, le Parlement européen. Ensuite, je vais vous dire, c'est quand même extraordinaire que pour régler nos problèmes, qu'il faille se résoudre, aller chercher des arbitres de l'étranger. Et quels arbitres? Des arbitres qui ont signé des accords, certes, mais des accords désarticulés, qui ne mettent pas sur le même pied d'égalité notre pays et ces pays. Les accords de coopération entre la France et le Cameroun. Vous imaginez que c'est des accords qui garantissent la souveraineté d'un pays, mais ils existent. Donc d'après certains Camerounais, il faut respecter les accords néocoloniaux que nous avons signés à la France parce qu'on les a signés.
Je trouve ça quand même surprenant. Merci. En 2019 qu'on puisse accepter des choses comme ça. Alors, avec les spécialistes, on va peut-être parcourir rapidement et de façon brève, je l'espère, les relations. Les spécialistes de quoi? L'internationaliste. Et l'autre économiste. Je suis spécialiste de droit international. Oui, c'est tout à fait. Ouais, je veux le mais dire. c'est un problème politique. Oui, non, c'est pour ça qu'il y a cette variété de panélistes. C'est-à-dire pour essayer d'aborder quand même tous les aspects de la question relations internationales, économistes et puis deux politiques. Alors, donc, je voudrais quand même savoir si on peut, notamment sur le plan politique, essayer de ressasser vraiment de façon brève les relations politiques qu'entretient le Cameroun et l'Union européenne. Je sais qu'il y a une représentation avec un ambassadeur d'ailleurs qui est sur place, et le Cameroun pareillement dans la politique diplomatique, également un ambassadeur de l'autre côté là-bas. Oui. Les stratégies politiques qui sont mises en œuvre par le Cameroun dans partie des accords que le Cameroun a signés avec l'Union européenne. Nous n'allons pas faire la révolution du monde entre les nations prolétaires et les nations fortes. Toutes les relations internationales sont d'abord fondées sur le droit international. Ensuite vient, en politique, nous savons que en matière de gestion des relations entre les États, nous savons qu'il y a des États qui sont plus forts financièrement. Nous n'allons donc pas débattre sur l'Israël qui a fait ceci, qui est puissant, qui est cela. Dès lors qu'on arrive, on se sait faible, on règle ses problèmes. J'ai écouté un jour un avocat camerounais qui a dit quelque chose de très intéressant dans un adage bassa qui dit, dès lors que le serpent est dans la brousse, et qu'il devient gibier, il appartient aux enfants. Mais quand il sort de la brousse, il appartient aux aînés. Si dans l'incapacité de régler nos propres problèmes, si elle est manifeste, si nous sommes à la résultante que nous connaissons tous, parce que je peux vous dire que ce sont ces incapacités, ces faiblesses et ces erreurs qui ont été menées pendant 3 ans, qui ont poussé l'Union européenne à rentrer dans nos affaires. Donc maintenant, si nous développons un souverainisme, un élan de souverainisme en disant non, c'est régi par des questions d'argent, pas des questions de finances, et reste. Ça c'est la révolution, mais en matière politique... Les révolutions interdites? Oui, non, les révolutions ne sont pas interdites. Ah bon, d'accord. Oui, mais il faut sous-peser ce qu'on dit. Bon, j'arrive pour dire que en matière de politique, nous sommes alignés sur un ensemble d'engagements. Si vous êtes alignés sur un ensemble d'engagements, vous assumez ces engagements. Ces engagements sont fondés sur le droit international, sur les accords internationaux. C'est ce que je vous dis. Et pour le Cameroun a, en matière de droits de l'homme, s'est dit que j'ai un certain nombre de protection, de droits de l'homme à assumer vis-à-vis de mon peuple. Et je vous dis que le Cameroun n'est pas la première nation à être exposée, du moins sur laquelle, la première nation sur laquelle les questions de résolution de l'Union européenne sont posées. Il y a eu le cas du Togo, il y a eu le cas du Zimbabwe, il y a eu le cas de l'Ouganda, il y a plein de pays. Mais à partir de ces résolutions, on peut déjà envisager des pistes de correction de nos politiques sur certains aspects. Ces pistes de correction peuvent être écoutez, venez chez nous, venez voir la manière avec laquelle nous procédons. Vous pouvez nous aider à corriger ceci. Par exemple, la matière, lorsque les gens parlent de l'armée, moi j'étais sur le terrain, j'ai fait la boucle de Douala et de Kok Manfé Bamenda. C'est pas facile pour les militaires de travailler sur le terrain parce que celui qui porte un régime de banane peut devenir un danger pour vous. Celui qui tient une machette qui revient du champ, que pouvez-vous faire d'un extrémiste de Boko Haram dont le programme est de mourir? Comment vous l'avez attrapé? Comment vous allez le traiter? Parce qu'à n'importe quel moment, il peut exploser sur vous. Donc, il y a des réalités de terrain sur lesquelles on peut chercher des corrections et montrer que voilà comment la situation se passe. Si nous appliquons des politiques, c'est parce qu'elles répondent à une réalité de terrain. Pardon, Bazin, sur le volet économique. Donc, il faut déjà dire que le Cameroun et l'Union européenne sont une vieille relation et que le poids du mouvement d'affaires entre ces deux entités, à mon avis, commence même à être inquiétant. Moi, je pense que si nous sommes là aujourd'hui,
justement parce que depuis 60 ans, on n'a pas essayé de diversifier nos relations avec nos partenaires. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. C'est-à-dire que dans ce que nous faisons, il faut qu'on soit qu'on mette une petite dose d'originalité. Et ce qui dérange les peuples africains, le Cameroun en particulier, c'est que nous avons l'impression que nous sommes dans une situation d'insuivisme patent. C'est-à-dire que tout porte à croire que depuis 57, où tout ça a commencé, parce que depuis 57 que ça a commencé, avec Lomé, avec déjà Yaoundé 1, Yaoundé, parce que tout ça c'est un processus. Il faut que les Camerounais comprennent que si l'Union européenne intervient aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils veulent intervenir, c'est que nous sommes partie d'une relation ancienne depuis 60 ans, qui fait que ces gens-là ont toujours eu le regard sur tout ce que nous faisons, notamment en ce qui concerne la gouvernance économique, tout en sachant que tout ce qui intéresse ces gens, qu'on ne se trompe pas, c'est que tout doit passer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête toutes les barrières, que le commerce doit... En fait, c'est tout ce que dit l'Organisation mondiale du commerce, partant du cadre et tout ça qui est devenu l'OMC. Et l'objectif premier, qu'on ne se trompe pas, c'est pas les droits de l'homme, c'est pas parce que les militaires sont... Non. C'est que ces gens veulent arriver à un niveau où ils vont continuer à nous piétiner, parce que là, c'est vrai que c'est un problème. La sécurité, c'est un problème. La paix, c'est un problème. Ça fait partie. Mais, on se rend compte que les ficelles sont tirées de telle sorte que on veut tuer toute capacité, toute possibilité de l'État à pouvoir s'émouvoir. À s'émanciper, merci du terme. Donc, pour moi, aujourd'hui, la dépendance économique vis-à-vis de l'UE est tellement forte que, sur le papier, c'est incontestable. L'une des rares zones où la balance commerciale entre le Cameroun et notre État est excédentaire, c'est avec l'UE. Vous savez très bien que le problème du Cameroun aujourd'hui, au plan économique, c'est qu'elle n'arrive pas à drainer des exportations pour vendre des choses et puis avoir une balance commerciale qui permet de revenir au moins à l'équilibre. Donc, le seul espace où nous emportons des exportations sont plus importantes que les importations, c'est avec l'UE. Donc, nous sommes tenus quelque part par ces vieilles conventions qui, de mon point de vue, doivent être revues et corrigées aujourd'hui. Vous voyez très bien que pour une simple affaire d'une réaction au Parlement européen, on a l'impression que le Cameroun peut tomber. En fait, c'est ce qui apparaît pour certains, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une intervention de députés qui aujourd'hui sont aussi en campagne et qui ont besoin d'avoir des positions qui peuvent nous faire penser qu'ils pleurent trop nos souffrances. Aucun pays ne va vous aider à vous développer si ce n'est vous-même. Et de mon point de vue, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun doit faire très attention parce que nous ne pouvons pas continuer. Il est certes que les apports que procure cette coopération économique sont d'une importance capitale. Au plan infrastructurel, au plan de la santé, au plan de l'éducation. Mais est-ce que nous pensons que depuis 60 ans, nous n'avons pas réussi à décoller avec ce système? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer de régime ou même de proposer quelque chose d'autre? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun, d'ailleurs, l'a fait en sciant tout seul. Peut-être on va y revenir. Mais quand on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun a essayé tout seul, je pense que les téléspectateurs seront bien édifiés. Donc, pour résumer, il ne faudrait pas que l'on nous distrait. Les vrais enjeux dans cette histoire sont d'ordre économique. La croissance de demain, c'est en Afrique. Le Cameroun est un pays qui a une économie résiliente. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Cameroun a essayé, parce que le Cameroun ne peut pas attendre ces pays-là, donc la seule ressource est le pétrole. Le Cameroun, à travers son compte opération, arrive à résister plus que les autres parce que nous avons d'autres choses que nous pouvons vendre, nous pouvons exporter. Et que l'avantage qu'on nous dit avoir aujourd'hui avec l'Union européenne, c'est de dire que nos produits vont continuer à entrer sans payer de taxes ou de douane. Et bien ça c'est un piège. Ça c'est un piège. Alors que l'OMC demande que tout ça soit libre. Et donc, nous pensons qu'il ne faudrait pas que pour une affaire qui nous concerne, qui concerne le Cameroun, à savoir la sécurité, la paix. La paix d'ailleurs, ça fait partie de nos devises. Paix, travail, patrie. Donc, ce n'est pas l'Union européenne qui vient nous dire que la paix c'est important. Nous savons que la paix est importante.
eh bien, la manière dont il rentre dans le jeu est quand même plus ou moins inquiétante. Et que, au plan économique, je pense plutôt à ça, qu'il faudrait qu'on essaie de comprendre, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces relations qui datent de 60 ans, qu'est-ce qu'elles nous a apporté? Parce qu'ils ont dit ceci, les APE, la relation entre les pays, les 79 pays, dont le Cameroun et l'Union européenne, tend à faire quoi? Réduire la pauvreté. Est-ce que la pauvreté a été réduite? Promouvoir la croissance économique. Aujourd'hui, on se rend compte que la croissance économique des pays africains, elle est plus forte que celle des pays occidentaux. Paradoxe. Comment voulez-vous que quand la France fait 1,5 de croissance, elle crée des emplois? Comment entendez-vous que en Afrique, lorsque la Côte d'Ivoire tend à faire 8%, le Cameroun fait 5%, 3%, 4%, elle ne crée pas suffisamment d'emplois? Donc, nous sommes là devant un dilemme très important, à savoir que, est-ce que lorsque on parle de politique, on parle d'économie, on parle de droits de l'homme, est-ce qu'à un moment donné, le Cameroun que nous sommes ne doit pas être vigilant pour savoir exactement ce que veut faire l'Union européenne par rapport à ces déclarations? En effet, quand il n'en demeure pas moins que, quand même sur le plan local, si on s'en tient à ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la situation sécuritaire n'est pas vierge de tout reproche. Vous savez, lorsqu'il y a eu le problème en Espagne, l'Union européenne a sorti une déclaration disant qu'elle ne s'occupe pas des problèmes intérieurs de l'Espagne. Il s'agissait aussi des problèmes de sécession et de répression des sécessionnistes. Mais l'Union européenne a dit qu'elle ne s'occupe pas de la gestion des problèmes internes de l'Espagne. Pourquoi ce n'est pas possible quand ça concerne le Cameroun? Parce qu'on est dans un rapport de force qui vient des années 60 de l'indépendance et qui continue à empiéter sur la souveraineté des pays africains. Premièrement. Deuxièmement, voyez-vous, le spécialiste du droit international... Raphaël Wansi. Oui, Wansi, on se connaît très bien, a dit qu'il a fait toute la zone du Nozo. Oui. Vous avez vu un seul pays dont les quelques ressortissants prennent des armes pour diviser le pays et qui demandent à ces séparatistes de venir dialoguer. Tous les États du monde tentent de neutraliser tous ceux qui veulent les partitionner. Tous les États du monde. Comment peut-on donc demander à un État africain de dialoguer avec des gens qui mettent en danger l'existence même de cet État? C'est quand même extraordinaire que les Africains acceptent des choses inimaginables pour les autres. L'Angleterre est allée bombarder 13 km plus loin, au Malouine, pour une portion de terrain qui a 13 000 km, a tué des centaines d'Argentins, parce qu'ils réclamaient l'autonomie. Mais cette même Angleterre demande d'ouvrir le dialogue avec les séparatistes camerounais. Il n'y a qu'aux Africains qu'on demande des choses pareilles. Il n'y a qu'aux Africains qu'on demande des choses pareilles. Vous voyez la crise au Venezuela. Comment elle se résout? Par la force. L'entrée en scène de la Chine et de l'Union soviétique a fait en sorte que les Américains, les Français, ont reculé. Pourquoi ce n'est pas possible en Afrique? Parce que nous sommes dans une relation de dépendance. La réaction du Parlement camerounais et de l'exécutif procède d'un sursaut de tentative de se sortir de ce carcan, bien que ce soit des faux amis. Mais il y a des moments où on franchit le Rubicon et malgré leurs relations lointaines depuis les années 60, des indépendances formelles que les Africains ont eues, il arrive un moment où on se dit, bon, on a beau être petit, il y a quand même des choses qu'on n'accepte pas. Abdoulaye, vous parlez, terminer. Oui, termine par rapport à la session au Nozo. Voyez, au Sri Lanka, il vient d'avoir 310 morts à partir d'un attentat d'une dizaine de terroristes. Vous savez, pour faire le terrorisme, il ne faut pas des centaines de milliers de gens. Pour terroriser des populations démunies, comme dans le Nozo, il ne faut pas une armée de sécessionnistes.
il faut une petite organisation terroriste. Donc, ceux qui imaginent, qui font croire à l'Union européenne que la situation dans nos eaux ressemble à un territoire qui est pratiquement entre les mains des séparatistes, leur racontent des histoires. Il n'y a pas eu de décret d'état d'urgence dans nos eaux. Les préfets, les sous-préfets, les démembrements de l'État y existent encore. Mais l'Union européenne demande d'engager des pourparlers avec... Peut-être parce qu'il y a aussi des enlèvements tous les jours, il y a des morts, des... Mais ça, c'est le terrorisme. C'est le terrorisme. Avec des soi-disant séparatistes qui ne se disent même plus camerounais. Quelle est la déclaration de Yahya Jammeh? Je ne suis pas du même pays que vous. J'en perds la parole que d'entendre des soi-disant hommes politiques camerounais prendre la déclaration de l'Union européenne comme vraiment alors le must des must. Comme si vraiment maintenant on est rentré dans la fin de la souveraineté du Cameroun. Il faut qu'on en finisse. Ça me pose un problème. Oui, c'est tellement ridicule que moi, vraiment, étant ressortissant de la partie septentrionale, je connais les effets de Boko Haram, des coupeurs de route. Je connais le degré de pauvreté que cette partie du Cameroun connaît à cause de cette insécurité-là. J'ai toujours dit que on a entamé le processus de sous-développement du Nozo. Parce que quand on va s'arrêter, ils seront à 50 ans de retard par rapport aux autres zones du Cameroun. Ils ont détruit toutes les infrastructures. Ils ont brûlé les écoles. Ils ont brûlé les hôpitaux. Ils brûlent les biens privés des populations là-bas. Quel que soit le temps que cela va durer, pour pouvoir reconstruire ça, ils auront 50 ans de retard. Aujourd'hui, c'est la 3e année de déscolarisation des enfants de ces zones-là, les fils de pauvres. Ceux qui les incitent, qui mobilisent les fonds aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays africains, où les gens lèvent des fonds pour le terrorisme et ils ne sont pas interpellés, eux, leurs enfants sont en train de faire l'école. Quand ils vont finir de sous-développer dans la zone, les enfants de ces gens-là, qui eux sont dans des écoles, des grandes écoles, vont venir gérer donc les esclaves qu'ils ont fabriqués par l'inoculation à dose homéopathique de l'ignorance. Finalement, leurs pères ont marché sur les autres, eux, ils vont également marcher sur les enfants de ces gars qui ne sont pas allés à l'école. Donc moi, je crois que quand des Camerounais jouent avec ce qui se passe dans cette zone-là, j'entends des Camerounais tenir un propos diffus par rapport à ce qui se passe là-bas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas... La preuve, c'est que dans ces pays-là, moi, je n'ai jamais entendu un Français parler d'une certaine manière là, pour que non, il faut dialoguer. On a même appelé Macron pour discuter avec les Basques là. Il n'est pas allé. Il y a des choses où il y a un consensus. L'Espagne, c'est la même chose. L'Irlande, c'est la même chose. Donc c'est au Cameroun qu'on va expérimenter. Le Nigeria, depuis 1967, réprime les sécessionnistes du Biafra jusqu'aujourd'hui. Et ils ne cessent pas, le Nigeria ne cesse pas. Par rapport à Boko Haram, c'est la même chose. Donc moi je crois que on ne peut pas demander à un État de se faire harakiri, qu'il meure parce qu'il faut que des gens, des aventuriers décident. Et surtout, il y a un processus derrière. Vous savez que pour la plupart de ces accords-là, ça va finir en 2020, il faut les renouveler. Il y a donc des chefs d'État qui sont dans la CEMAC, qui sont des chefs d'État qui ont une certaine expérience, qui ont une pointe, qui ont également vécu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer dans ces zones-là une situation
une situation d'influence pour que quand on viendra renouveler les accords, qu'ils aient les mêmes avantages. Mais comme on sait que, si on prend le cas du Cameroun, qui n'est pas avec le Cameroun? La Chine est là, la France est là, les États-Unis sont là, la Turquie est là, la Russie est là. Le Cameroun a cessé d'être une chasse gardée de qui que ce soit. À partir de ce moment-là, il faut donc faire quoi? Il faut chercher à déstabiliser le dirigeant du Cameroun. Soit il accepte les caprices de ces gens-là, soit on va donc installer peut-être ce que je veux appeler des individus sans programme qui, dans la République de Facebook, ont réussi à se faire circuler un certain nombre de choses. Ils n'ont rien. Ils vont donc un jour peut-être venir être des dirigeants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils sont des hommes liges installés par l'extérieur, c'est des relais donc de cet extérieur pour brader les richesses camerounaises. Alors, pour revenir à la question centrale, quel avenir désormais? Je veux dire que le Parlement a donc pris un certain nombre de résolutions. Le Cameroun est en train de réagir et tout le monde a tout le temps rappelé depuis le début de l'émission ici l'importance des rapports ou des relations entre les deux pays, qu'elles soient politiques ou économiques. À quoi doit-on s'en tenir? Moi, je crois aux vertus du dialogue. Peut-être lorsque le président du Parlement et du Sénat camerounais parle, peut-être que notre ambassadeur est en train de dialoguer pour trouver des plateformes. Toutes les réactions que j'ai entendues sur le plateau sont des réactions des gens qui manifestent leur souverainisme, qui manifestent leur indépendance, leur autonomie par rapport à certaines questions de droit international. Mais le droit international, il y a des situations où il est un peu plus soft law, mais il y a aussi des situations où on ne joue pas, où le droit est raide. Donc, je suis en train de dire que je crois aux vertus du dialogue. J'ai 22, sinon 25 pays africains dans les jambes. J'ai suivi certains conflits, les conflits du Libéria, les conflits de Côte d'Ivoire, les conflits dans beaucoup d'États. Nous, les enfants qui nés après, nous avons suivi à la fin de la guerre froide. Il y a eu un certain nombre de conflits en Afrique. Il y en a toujours. Mais les gens finissent par dialoguer. Le dialogue est une vertu africaine. Nous devons utiliser des voies de dialogue parce que le conflit qui est chez nous, le conflit que nous vivons chez nous, a une genèse. On ne peut pas ignorer cette genèse. Elle est où? J'arrive, s'il vous plaît. Chacun a son terroriste. Chaque peuple a ce qu'il appelle le terroriste. Lorsque les Séro-Guyen prenaient les armes, qui prennent les armes pour la France, pour ceci, armés par tel, on a fini par dialoguer avec eux. On a dialogué, les Sierra-Léonais se sont étripés, ils se sont coupés les bras, mais ils ont dialogué à la fin. Les acteurs de ce conflit sont présents. On les connaît. Même s'ils sont cachés à l'étranger, il faut qu'ils viennent dialoguer. Donc, je pense que l'Union européenne ici a ouvert une voie. C'est-à-dire, elle nous demande de corriger certains aspects de notre gouvernance en ce qui concerne les droits de l'homme. Si maintenant nous voulons faire une révolution mondiale en disant que Israël bombarde tel, c'est choquant pour tout le monde. Mais nous devons dire que les voies de dialogue sont ouvertes. Il faut dialoguer. Il y a un proverbe baoulé qui dit, un président célèbre l'utilisait, l'eau qui tombe goutte par goutte finit par percer même la pierre la plus dure. Nous devons dialoguer. Manto Manzi, vous parliez des contours ou alors de non-dits de la signature des accords de partenariat économique. Bien évidemment, puisque tout à l'heure, Aldo l'a si bien dit, à savoir que nous sommes pratiquement au terme de l'accord de signé en 2000 et qu'il faut renouveler ces accords. Et personne ne peut ignorer que la situation économique du Cameroun aujourd'hui est tellement préoccupante, notamment de par les relations qu'il y a entre les pays de la zone. Les intérêts sont tellement divergents qu'il nous semble aujourd'hui impossible de converger vers des mêmes politiques économiques et monétaires. Donc, personne
n'ignore qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a des controverses tous les jours, hein, pour savoir exactement est-ce que nous devons continuer. Parce que la véritable question est là. C'est-à-dire que moi je suis d'accord qu'on s'y. Et ça rejoint la question tout à l'heure, quel avenir? Oui, c'est-à-dire que est-ce que nous sommes là à 60 ans, on va repartir pour jouer la même chose. Il y a quand même, au village, on dit souvent que quand les klaxons, quand on tape les mains, si le rythme n'est plus bon, on recommence, non. Est-ce qu'on va donc recommencer avec les mêmes travers donc, la préoccupation aujourd'hui, par rapport à nos partenaires, et ça je l'ai répété tout à l'heure, je le répète maintenant, pour dire que ça nous interpelle. Ça nous interpelle. On dit souvent qu'on ne doit pas mettre les œufs dans le même panier. Si vous avez un portefeuille, il faut le diversifier. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui, tout en sachant l'intérêt qu'il a à entretenir des bonnes relations avec l'Union européenne, nous savons qu'à terme, l'OMC va l'emporter. C'est-à-dire que les avantages que nous avons aujourd'hui à travers le non-paiement des droits de douane va s'arrêter un jour. Et je vais vous dire que si le Cameroun a même signé, c'est en partie parce que le Cameroun voulait continuer à profiter de ça. Les autres pays vendent quoi en dehors du pétrole? Mais nous avons d'autres choses que nous vendons qui nous permettent d'avoir des devises. Donc le Cameroun a tout intérêt, par sa banane, par son haricot vert, par son poivre, de ne pas avoir la même attitude et le même comportement que les autres. Donc notre avenir, c'est de dire la vérité aux Européens. Nous sommes d'accord sur les principes. L'article 8 de Cotonou, des accords de Cotonou, dit qu'il y a la gouvernance économique, il y a l'état de droit, il y a les droits de l'homme. Ça, vraiment, tout le monde partage ça. Mais est-ce que, lorsqu'ils ont dit qu'ils signaient ces accords avec nous pour réduire la pauvreté, est-ce qu'aujourd'hui, la pauvreté a été réduite au Cameroun? Ça, c'est la vraie question. Aujourd'hui, est-ce que le train de vie... Parce que tout ça, c'est sur ça que les populations, même, si vous voyez le sursaut que les Camerounais ont. Ben, c'est peut-être aussi l'autre enjeu des résolutions prises, c'est-à-dire qu'ils estiment que malgré tout, le cadre n'est pas le cadre institutionnel ne permet pas un épanouissement de tous les engagements. Mais vous savez très bien que de tous les engagements qu'on a pris. Vous savez très bien que beaucoup de pays, par le passé, l'histoire le dit, le démontre, pour se développer, ont refusé l'aide. Vous savez ce qu'on appelle l'aide? L'aide vous rend fainéant. L'aide vous rend, inactif. L'aide vous rend peu inventif. Il y a des pays pour que les pays se développent. Je refuse de l'aide. L'aide, je ne veux pas de l'aide. Je ne veux pas les dons. Je dois commencer à penser, à réfléchir pour que je puisse sortir de moi-même, de ma situation. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi je suis d'accord pour dire que en diplomatie, il faut être souple. Ça, je le reconnais. Mais le peuple et la réaction du peuple camerounais, toute chose par exemple, toute part du territoire, a pris cette intervention. C'est-à-dire que l'Union européenne a permis aux Camerounais de se retrouver. Ça, je peux vous le dire. Pire encore, même ils sont allés jusqu'à vouloir nous faire comprendre que les minorités... Bref, ils ne se sont pas arrêtés uniquement à la sécurité. Ils sont allés... Oui, ils sont allés justement au fameux droit de l'homme. Faites attention. Lorsque nous signons ces choses, c'est parce qu'on a signé hier qu'on peut pas... qu'on doit forcément assumer tout ce qu'on a signé. Qui assume tout ce qu'il signe? Merci. Vous comprenez? Donc je finis en disant que nous devons rester zen et serein. Ce que l'Union européenne a dit comme résolution, c'est dans son rôle. Maintenant que les Camerounais essayent de dialoguer, comme il a dit, pour que la solution est là. Et d'ailleurs, même, je pense que le gouvernement d'aujourd'hui ne prône que ça. Mais demander à ceux qui sont aux affaires aujourd'hui de déposer les armes. Je pense que c'est là où il y a un problème. Donc si jamais ce problème est résolu, je pense que le dialogue peut être amorcé sans difficulté. Dans moins de 10 minutes, on va avoir Christian Becker au téléphone, donc on va peut-être rapidement terminer avec vous sur l'avenir. De mon point de vue, depuis que je connais ce gouvernement, je ne l'ai jamais vu autant dialoguer comme dans la crise du Mozolo. Jamais vu ce gouvernement dialoguer. On a eu beaucoup d'atouts. Il y a quand même la tripartite. Oui, la tripartite c'était en 90, n'est-ce pas? Après 90,
cette fois-ci-là, il y a eu beaucoup d'actes concrets. Beaucoup d'actes concrets. Sauf que le seul hic, c'est que les gens veulent qu'on parle de la forme de l'État. Et le président dit que lui ne discute pas de ça. Quel autre point a été écarté en dehors de ça? Moi, je ne vois pas. Et il y a eu des retombées concrètes dans l'enseignement, chez les avocats, bref, chez tous ceux qui avaient un problème pratique. Le gouvernement a essayé d'apporter une solution en fonction de nos capacités. Donc ça, il ne faut pas vraiment perdre de vue. Maintenant, j'entends les gens dire les traités internationaux. Non, aucun traité n'est au-dessus de la constitution d'un pays. Allons dans la hiérarchie des normes juridiques. Vous verrez que c'est la constitution qui vient avant. Après les traités régulièrement ratifiés, après les lois, les décrets, les arrêtés et jusqu'aux circulaires et autres. Donc, si un traité international entre en conflit avec la constitution du Cameroun, c'est la constitution qui va triompher. Donc que les gens ne se leurrent pas en disant que non, on a signé des traités internationaux. Oh, les États-Unis, ils ont même interdit à Fatou Bensouda d'oser demander un visa. Les États-Unis, partout où ils sont intervenus, ils ont dit que personne ne va juger les leurs. Et personne ne va juger les Américains, en dehors d'eux-mêmes. Et parce qu'ils ont voulu violer les droits de l'homme sur leur territoire, ils sont allés créer Guantanamo, hors de leur territoire. Donc moi, je crois que les Camerounais doivent savoir que, progressivement, si nous acceptons de casser notre pays, aujourd'hui, ils ont cassé la Libye. Ils sont en train de voler le pétrole libyen. Le baril pouvait coûter aujourd'hui, même comme c'est un peu difficile, 65 $ le baril. Les terroristes, les forces qui sont en train de se disputer le pétrole de la Libye, ces gens achètent ces barils-là à 15 $. Qui est en train de payer? La Libye ne va jamais se relever. Le peu de stabilité qu'on a voulu faire, vous avez vu qu'ils ont envoyé quelqu'un pour venir détruire Tripoli. Est-ce que c'est compréhensible? On a pris le cas du Venezuela. Vous avez vu des gens qui sont supposés être des démocrates prendre un imposteur, dire que c'est l'imposteur là qui est le président reconnu. Donc, Juan Guaido, alors qu'il y a un président élu, parce qu'il n'est pas avec leurs intérêts. Donc, ces gens ne sont pas nos amis. C'est leurs intérêts qu'ils défendent. Si on les accompagne, c'est tant pis pour nous. Anissé Kane, quel avenir? Je voudrais d'abord dire que quand on parle de l'aide, on a l'impression, on veut faire quoi aux Africains? Que nous sommes quémandeurs? Pas du tout. Non. Ce que les Européens pillent en Afrique n'a rien à voir avec les quelques millions d'euros qu'ils ramènent. En réalité, ils font la promotion de leurs entreprises multinationales privées qui pillent l'Afrique. On couvre ça comme du formol qu'on donne à quelqu'un qui a mal, pas parler de inter-État. Donc nous ne sommes pas... Sankara avait dit que si on supprime l'aide, les pays africains s'en porteront mieux. Parce qu'ils vont gagner dans la souveraineté et dans la gestion de leurs propres richesses. Alors, lorsque les Camerounais sont contents quand l'Union européenne menace le Cameroun de supprimer l'aide, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris le paradigme de l'aide internationale comme il a la norme. Je crois que l'histoire de cette remontrance sans équipe de l'Union européenne va faire montrer à ces Européens que le Cameroun est différent de tous les autres. Moi, j'ai l'impression. Ce n'est pas par hasard qu'on a pris des armes pour faire pour imposer notre indépendance. C'est pas par hasard. Dans l'Afrique subsaharienne, on est les seuls à avoir pris des armes. Au-dessus, il y a l'Algérie. Mais dans l'Afrique subsaharienne, c'est au Cameroun qu'on a pris des armes pour réclamer l'indépendance. Ce n'est pas une même chose. Ça ne part pas comme ça dans l'histoire des Occidentaux. Et ils vont chaque jour. Non, il y a la Guinée-Bissau et l'Angola qui ont pris des armes contre le Portugal.
Oui, sauf que, ils ont été aidés par des puissances étrangères. Le Cuba a déplacé toute une ville en Angola. Amical Cabral n'a pas été aidé par les Cubains. Amical Cabral. Si, je vais vous dire. C'est d'abord une guerre. Je veux dire. L'indépendance. L'UPC a pris des armes, contraint à les prendre pour réclamer l'indépendance, et a été boudé même par les pays par la Chine et l'Union soviétique. C'est pour ça que quelqu'un n'a pas pu arriver à bout de l'armée française. Mais on a pris des armes pour notre indépendance. Et je crois que au fur et à mesure que certains faire valoir de l'Occident vont tenter d'introduire des chevaux de Troie dans cette bataille entre l'Afrique et l'Occident. Parce que c'est une bataille de vie ou de mort. Soit l'Afrique va continuer à s'enfoncer, soit elle va se relever, mais pour se relever, elle doit s'opposer à l'Europe. C'est pas comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, l'Afrique a intérêt à s'opposer à l'Europe pour survivre. Et notre pays sera à l'avant-garde de cette lutte, malgré les dirigeants qu'on a actuellement. Donc vous dites qu'en réalité, c'est l'indépendance du Cameroun qui se joue. Absolument. Absolument. Une réaction là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour faire l'audit des relations Union européenne-Cameroun. Même si l'actualité l'impose. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est l'Union européenne a émis une résolution. Cette résolution qui n'est pas contraignante. Mais à sortir de menaces. Non, je ne parle pas de rien de menace. Qui n'est pas contraignante. Voilà, Le Cameroun peut-il avoir une lecture de cette résolution pour corriger ou bien encore pour revoir ses relations avec l'Union européenne. En matière de droit international, vous êtes libre de sortir d'un traité. Vous comprenez? Vous n'êtes pas astreint à demeurer dans une relation de droit. Qu'elle soit individuelle, qu'elle soit entre deux personnes ou bien qu'elle soit entre une personne et une organisation internationale. Le Maroc est sorti de l'Union africaine. Il ne s'en porte pas mal. Vous comprenez? Donc, tout le débat sur l'audit de l'Union européenne, sur les relations euro-camerounaises, euro-africaines, sur les indépendances et restes. Nous sommes en 2019. Il faut résoudre un problème. Nous avons un problème, le monde nous regarde. Nous n'avons pas pu résoudre notre problème en interne, malgré toutes les mesures. Mais vous faites des affirmations péremptoires. Il y a un problème que nous n'avons pas encore fini de résoudre en interne. Et comme la France a résolu le problème de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie. J'arrive, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore fini de résoudre ce problème. Et comme nous n'avons pas encore fini de résoudre ce problème, ça a permis aux partenaires internationaux, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les États, de s'intéresser à ça. On peut s'intéresser à ça pour des raisons financières, pour toute autre raison, mais il y a un intérêt qui nous appelle, nous, en interne, ici, à mettre en place un certain nombre d'instruments, à revoir, sinon refondre notre manière de voir les relations entre nous en interne. C'est le problème qui se pose. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas vivre en dehors de notre planète, en dehors de notre continent. Nous avons donc ce défi-là et ce challenge. Et c'est ce challenge qui nous appelle. Bon, quant au reste de l'Union européenne, la guerre ici par là, tout ça ne m'intéresse pas, moi. En poursuivant, quels sont quand même les risques? Y a-t-il... En réalité, les enjeux économiques sont éléments importants. Contrairement à ce que nous pensons, l'Union européenne a tellement intérêt à garder des bonnes relations avec le Cameroun, c'est pour dire de façon singulière et de façon générale avec l'Afrique, qu'elle n'oserait même pas. Elle n'oserait même pas. C'est-à-dire que cette situation doit être pérenne. C'est-à-dire qu'il ne faudrait même pas qu'un jour l'on pense qu'on puisse réfléchir différemment. Donc pour moi, cette situation, je comprends très bien, c'est trop facile d'aller toujours balayer sur la peau des autres, comme disait Anissé tout à l'heure. Vraiment, honnêtement, ça me dérange. Personnellement, ça me dérange que l'Union européenne intervienne de cette manière-là. Alors, on l'a annoncé, tout en sachant que... On va prendre Christian Ebeke dans une minute. Tout en sachant que ce que nous souhaitons pour le Cameroun, c'est que le Cameroun comprenne que il ne faut jamais mettre
les billes dans le même panier. Commençons par comprendre que si nous avons 46% d'exportations qui vont à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a une autre partie qui se fait entre les pays africains. Merci. Quel est l'axe que nous devons privilégier pour les années à venir? C'est le Nigeria, c'est la RDC. Il faut que nous arrivions à commencer aussi à créer nos accords pour que le marché africain. Justement. Christian, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Tongo, comment vous allez? Ça va très bien, merci. J'espère que vous également. Oui, ça va très bien, merci. Heureux de vous avoir. Je rappelle que vous êtes le représentant adjoint de l'Union européenne du FMI pour les pays de l'Union européenne. Vous êtes camerounais, vous résidez en Belgique, mais en ce moment vous êtes en mission à Washington. Évidemment, c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité avoir votre analyse, votre lecture, votre réaction à la suite des résolutions de l'Union, du Parlement de l'Union européenne. Résolution prise évidemment en regard de la situation socio-politique du Cameroun. Quelle est votre première réaction? Merci déjà de m'avoir dans votre émission. Ma première réaction déjà, c'est essayer de pouvoir expliquer à nos spectateurs un peu la complexité qu'il y a quand même dans l'organisation de l'Union européenne. Donc il y a eu déjà la déclaration de la haute représentante Madame Federica Mogherini, c'était le 5 mars, qui justement s'inquiétait déjà de la montée de la violence, certaines actions qu'il y avait au nord-ouest et au sud-ouest, mais également certaines arrestations qui étaient jugées pour elle inquiétantes pour la perception que l'on a du Cameroun. Ensuite, il y a eu cette résolution du Parlement européen. Donc, Madame Mogherini parlait au nom de la Commission européenne, qui est la branche exécutive de l'Union européenne. Ensuite, vous avez le Parlement européen, qui est la branche législative, qui a donc émis cette résolution il y a quelques jours, qui est une résolution assez forte quand même, hein, parce que c'est l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement européen qui l'ont signé. Ça montre voilà, qu'il y a une certaine convergence en fait du législateur européen sur la question du Cameroun. Que ça m'inspire, c'est simplement que le reste du monde commence à développer une certaine perception quand même de la situation dans notre pays, qui est une perception qui n'est pas très encourageante. Et je pense que comme tous les Camerounais, nous devons une résolution rapide de l'ensemble des crises dans notre pays. Quels sont les enjeux? Je veux dire qu'on est conscient des relations existantes entre, notamment sur le plan économique, entre l'Union européenne et le Cameroun. À partir de là, quels sont les enjeux, pour me reprendre, jusqu'où peut aller l'Union européenne? Je vais parler ici en tant que citoyen camerounais, donc je ne parle pas ici en tant que représentant du FMI, n'a pas de position à l'ensemble de la situation actuelle au Cameroun. Donc il n'y a pas encore communiqué du FMI dans ce sens. Il y a une mission actuelle du Cameroun qui séjourne à Yaoundé dans le cadre de la revue du programme. Donc là, je parlerai en mon nom propre. En tant qu'économiste, et quand je regarde les enjeux, je vois les enjeux sur deux plans. Le premier plan, c'est que nous avons une coopération bilatérale avec l'Union européenne. C'est une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est une coopération qui date depuis 1963, lorsque les pays européens ont commencé à avoir un engagement bilatéral avec le Cameroun. 1963. Donc c'est une vieille coopération. Coopération aujourd'hui a pris la forme depuis 2014. Il y a eu un programme national indicatif qui justement permet à l'Union européenne d'appuyer les gouvernements camerounais dans le domaine de la bonne gouvernance, mais également dans le développement rural. Ce programme arrive à expiration en 2020 parce que c'était un programme de 2014 en 2020. On parle là de 280 millions d'euros, dont à peu près 200 milliards de francs CFA. C'est un énorme programme, d'accord, qui a aidé le Cameroun, le gouvernement, en certains axes, j'ai dit la bonne gouvernance, mais également le développement rural. Donc le premier enjeu, c'est qu'il faudra renouveler ce programme avec l'Union européenne. C'est un programme qui fait partie de l'enveloppe financière de l'Union européenne pour le Cameroun. L'Union européenne va négocier son propre budget dans les mois qui arrivent après les élections européennes. Donc, il y aura une nouvelle négociation pour une enveloppe assignée au Cameroun dans le cadre de l'exercice 2021 à 2027. Donc, stratégiquement, c'est très important que le dialogue continue de manière pacifique entre le Cameroun
et l'Union européenne, un dialogue d'adultes qui peut s'expliquer sur ce sujet, même s'il y a des désagréments, de manière déjà à maintenir cette coopération bilatérale qui est très très importante pour notre pays. Le deuxième enjeu pour moi, c'est au-delà de la coopération bilatérale avec l'Union européenne, il faut penser aussi à la perception globale que le reste du monde pourrait avoir vis-à-vis du Cameroun si par exemple l'Union européenne décide sur la base d'un certain nombre de rapports que le Cameroun est peut-être allé trop loin dans le cas de violation, par exemple, des droits de l'homme. Ça, c'est un exemple hypothétique. Imaginons un cas de figure où l'Union européenne arriverait à sa propre conclusion qu'il y a un ensemble d'éléments qui concourent à des inquiétudes dans le cadre de la violation des droits de l'homme, etc. Donc, il pourrait avoir un effet catalysateur sur les autres bailleurs de fonds, sur les autres pays partenaires et amis du Cameroun qui modifieraient ainsi leur intensité de coopération avec notre pays. Donc, c'est très important. Je pense que dans l'ensemble de ces crises dont nos partenaires commencent déjà à s'inquiéter, on peut ne pas être d'accord sur la manière ou pas, on peut ne pas être d'accord sur l'une des parties ou pas, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est le Cameroun qui perd. C'est le Cameroun qui perd, ce sont nos frères et sœurs qui perdent de la vie des deux côtés. Ce sont nos mamans qui sont vivre dans des forêts souvent des personnes déplacées. Donc c'est le Cameroun qui perd au-delà simplement de ces deux éléments de perception que je vous ai mentionnés. Donc vous pourrez conclure qu'au regard des enjeux des délais, notamment en 2020, sur le plan des accords, l'Union européenne peut également être en position de pression. Il s'agit ici, je pense que l'important est pour le Cameroun et l'Union européenne de continuer les excellentes relations que nous avons. L'Union européenne est un partenaire stratégique pour le Cameroun. Donc il ne s'agit pas ici d'une démarche à suivre. C'est un partenaire, donc il y a un dialogue qui doit continuer de s'installer entre le Cameroun et l'ensemble de ses partenaires pour qu'effectivement il n'y ait pas un problème de perception qui amènerait l'une des parties, par exemple, à durcir son... Merci Christian. Merci beaucoup. Vous me recevez? Oui, je vous reçois parfaitement. Je voudrais vous dire vraiment merci. Merci pour cette lecture que vous apportez à cette émission pour le plaisir de nos téléspectateurs. Merci également pour votre disponibilité. De rien. À très bientôt. Bonne soirée ou alors bonne suite de l'après-midi. Je crois qu'à Washington, en ce moment, on est en début de soirée d'ailleurs. Je crois qu'on doit avoir 5 heures de différence d'heure. Merci et à la prochaine. On était donc avec Christian Ebeke. Vous l'avez suivi dans sa lecture, dans son analyse. Il nous rejoint quand même dans les préalables qu'on a évoqués ici, au regard des relations entre le Cameroun et l'Union européenne, des enjeux évidemment qui sont des relations économiques extrêmement importantes. Cela doit peut-être conclure sur cette première partie. Et puis... Oui, non, je te fais une remarque quand même importante. Sur l'insistance sur le droit international, le droit est l'expression de rapport de force. C'est pour ça qu'aux Nations Unies, tout le monde n'a pas le droit de veto. Donc le droit n'est pas, comment on dit, le droit n'est pas nécessairement juste. Il est le résultat, la résultante d'un rapport de force. Et le droit international est la résultante d'un rapport de force entre les grands pays et ceux qu'ils ont dominés. C'est pour cela que Israël peut se permettre de violer des centaines de résolutions de l'ONU sans que ça lui pose un problème. Mais il ne faut pas l'accepter. On conclut la première partie. Moi, je suis juriste, je reste attaché au droit. Et le droit est différent de la justice. Voyez-vous, nous devons accepter de revoir nos relations avec l'Union européenne, je suis tout à fait d'accord. Mais nous, on ne peut pas faire un audit de l'Union européenne par rapport aux problèmes que nous sommes posés. C'est dans l'incapacité de résoudre nos propres problèmes que les partenaires internationaux... Mais ils ne résolvent pas les leurs. C'est que moi je dirais que les Camerounais qui sont des complices de ces gens-là comprennent que, in fine, c'est notre pays qu'on va détruire. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un seul Libyen
qui soit fier. Parce que voici des gens qui avaient un standing qui dépassait les pays occidentaux. Parce qu'un illuminé a décidé qu'il va imposer la démocratie, entre guillemets, il a cassé la Libye. Et beaucoup de pays sont comme ça. Rien n'est plus simple que de déclencher une guerre. En Tunisie, c'est l'immolation d'un jeune qui a déclenché Bouazizi, ce qu'ils ont fait là. Et quand ils ont fini de faire tout ça là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que la Tunisie est devenue. Vous avez vu l'Égypte, ils ont remplacé, et c'est un des présidents ici à Douala qui aime le dire, un général par un maréchal qui est venu tout compliquer. Donc moi je crois que ceux qui sont là-bas, qu'ils aillent chercher ce qui peut construire notre pays. Merci. Ils ne doivent pas participer à la destruction de notre pays. Martin Banzi. Je reste constant pour dire que le Cameroun doit comprendre que les enjeux de demain, c'est d'avoir une réelle indépendance économique. Et cela passe par la diversification de nos partenaires, notamment ceux avec lesquels nous pouvons faire des échanges sans qu'il y ait ces pressions-là. Comme vous le savez tous, vous comprenez tout de suite que le véritable problème qui est au-dessus de la position de l'Union européenne va se résumer aux conditions économiques, à la dépendance économique. Donc, pour nous aujourd'hui, il est important qu'au sortir de tout cela, que le Cameroun crée des conditions pour que nous essayons de dépendre moins économiquement parlant, d'avoir moins d'aides, parce que plus nous allons accepter les aides de l'Union européenne, plus ils vont s'élisser dans la vie de notre pays. Merci, messieurs, pour cette première partie. On va prendre une transition et revenir juste derrière pour aborder le deuxième thème de ce soir. Quelle démocratie pour le Cameroun? C'est la deuxième interrogation donc avec nos invités, nos panélistes. On va essayer de s'interroger, hein, évidemment. On poursuit dans la lecture de la situation socio-politique du pays. Depuis plusieurs mois déjà, notamment les partis politiques sont, du moins, les manifestations et réunions publiques sont très encadrées, pour ne pas dire, pardon, très souvent d'ailleurs, interdite par l'autorité. Ça, ce n'est qu'un aspect. Il y a des questions de droits de l'homme. Bref, il y a un certain nombre de critères sur lesquels on peut apprécier la démocratie d'un pays. Et on va donc essayer de reparcourir ces critères-là pour voir si le Cameroun est en phase. Et je vais peut-être vous introduire là-dessus. En termes de critères, est-ce qu'on peut les rappeler? Il y a les droits de l'homme, il y a les libertés publiques. Oui. Et vous dites? Alors, à partir de là, si on essaie de faire un parallèle avec l'évolution de la démocratie dans notre pays, vous direz? Non, pour apprécier la démocratie au Cameroun et en général dans les pays africains, il y a un certain nombre de critères qu'il faut prendre en compte. D'abord, ces critères sont des critères subjectifs et des critères objectifs. Je pense, pour parler de la démocratie, il faut lier l'histoire de notre démocratie à l'histoire de la formation de nos États. Est-ce que nos États ont fini de se former effectivement nos nations ont fini de se former pour atteindre un certain niveau de participation des peuples? En fait, qu'est-ce que moi j'ai constaté? J'ai constaté en fait que nos démocraties sont encore balbutiantes parce que nos institutions sont des institutions molles et malléables. Ce qui fait que ces institutions-là ne profitent pas suffisamment au peuple. Donc, ce sont les démocraties qui sont bâties, particulièrement chez nous, qui sont bâties sur le modèle figuratif et configuratif. Figuratif parce que on admet un certain nombre de principes qui sont comme un genre de maquillage, un certain nombre de principes de droit. On met en place un certain nombre d'institutions, mais on n'accepte pas d'aller jusqu'au bout de la mise en œuvre de ces institutions. De la même manière, quand je parle de configuratif, c'est-à-dire, on associe à l'État
un certain nombre d'acteurs qui sont des ressortissants régionaux et qui ne représentent pas exactement l'aspiration des peuples de ces régions en leur redistribuant des prébendes. Ce qui fait que on constitue un échafaudage, comme disait Jean-François Revel, un échafaudage à la mexicaine, où chaque fois que une pièce de l'échafaudage bouge ou bien essaie de sortir pour tenir un discours discordant, les problèmes de démocratie commencent à se poser puisqu'on n'accepte pas des problèmes discordants, on n'accepte pas des voix discordantes. Cela se voit depuis les années 60, où l'ancien système a passé le temps à réprimer des gens qui n'avaient pour avis qui n'avaient pour objet que de dire qu'ils voulaient participer au jeu démocratique. Bon, c'est ça qui est arrivé avec l'avènement du parti unique. Donc, puisque le parti unique n'était pas un parti État affirmé, il était tout à fait normal que les acteurs de l'UPC de l'époque disent mais allons à la démocratie. Donc tout cela a été bâti déjà par le système colonial. Vous comprenez? Et bâti par le système colonial qui excluait des partis nationalistes. Et beaucoup de partis nationalistes ont été exclus dans les États et leurs acteurs, c'est-à-dire leurs militants, ont été assassinés. Donc, c'est le prolongement de ce système que nous sommes en train de vivre plus ou moins dans les pays francophones. Moi, je connais un pays où, c'est la Côte d'Ivoire, où dans les années 70, il y a eu un Ivoirien qui est revenu en Côte d'Ivoire qui s'appelait Kragbe Nyakbe. Il était de la région de l'Ouest, qui a dit à Oufoué, allons à la démocratie. Il s'est réfugié dans son village, il a voulu... il n'était pas armé du tout, mais il a été écrasé et tué. On ne parle pas beaucoup de ça. Donc c'est le même système qui continue aujourd'hui sous d'autres formes. Quand on ne les tue pas, on les arrête et restent. Mais ce sont des démocraties qui reposent sur des institutions molles. On peut les manipuler, ces institutions, à n'importe quel moment. En fait, ce sont des constitutions élastiques. Alors, Abdoulado, il y a une institution qu'on appelle Economist Intelligence Unit, qui est une structure britannique, un grand journal des économistes qu'on connaît, alors qui a défini 3 critères, entre autres, pour déterminer la démocratie, le processus électoral, le pluralisme ou les libertés civiles. À partir de là, ou alors si vous voulez, vous allez bien au-delà, si on vous demandait donc de faire un parallèle avec ce qu'on vit au Cameroun, que diriez-vous? Non, ce qui est clair, d'abord, aucune démocratie n'est parfaite. Sinon, on ne contesterait pas les élections aux États-Unis. On a vu des gens contester les élections et on demandait le recomptage. Non, mais la contestation fait partie du processus de liberté. Non, de cette manière-là. Parce que la contestation est organisée. Là-bas, chez eux, le processus électoral étant transparent, le premier réflexe, c'est que celui qui est battu sur le plan électoral appelle et félicite le vainqueur. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des éléments incompressibles dans une démocratie. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie où il n'y a pas pluralité d'opinion. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas faire des associations politiques pour compétir. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans des démocraties. Sauf que maintenant, le Cameroun a souvent ce que j'appelle, c'est peut-être pas péjoratif, une petite dose de sorcellerie dans les choses qu'on part copier chez les autres. On prend. Quand on essaye de voir, on a l'impression que tous les éléments sont là. Mais dans la mise en œuvre, vous avez tous les problèmes du monde. Aujourd'hui, le Cameroun est en train d'être confronté à un processus électoral et l'ECAM a essayé de mobiliser les acteurs. On est en train d'aller avec les Nations Unies et d'autres partenaires vers le consensus électoral pour que, in fine, il y ait la paix avant, pendant et après les élections. Mais je vais vous dire donc la petite sorcellerie. Si on prend le cas du Cameroun, voici un pays qui est en train d'aller aux élections, on dit régionales. On commence à parler de l'élection régionale.
On sait que les électeurs, dont le corps électoral est composé des chefs traditionnels, si je dis que c'est les militants du RDPC pour la plupart du temps, c'est difficile de contester. Mais eux, c'est le commandement traditionnel. Il y a maintenant les conseillers municipaux. Ces gens qui veulent aller élire les conseillers régionaux ont un mandat périmé. La seule légitimité que ces gens ont aujourd'hui, c'est l'encre du bic du président de la République qui a prorogé par décret leur mandat. Et je dis même que cette encre a déjà séché parce qu'on est vers pratiquement un an. Est-ce que c'est logique que des gens, des responsables, essayent d'imaginer qu'on aille vers les élections régionales avec des conseillers municipaux dont le mandat est périmé, qui vont élire des conseillers régionaux et que 2 mois après, ils partent aux élections pour leur propre mandat, eux-mêmes ils sont battus. Alors qu'ils ont transmis 5 ans de mandat à des conseillers régionaux. Donc, ce que je voudrais dire, dans la démocratie, donc, on ne cherche pas à piéger les autres. On ne cherche pas à tronquer. On cherche à avoir l'équité. L'équité qui va amener la transparence qui va amener l'acceptation du verdict ou du résultat des urnes. Mais malheureusement, et quelqu'un du RDPC n'est pas là, s'ils étaient là, ils pouvaient réagir. Je dis que... Ce sont vos partenaires gouvernementaux. Ce n'est pas un problème. Le partenariat ne veut pas dire que nous sommes transformés en RDPC. Qui garantit voilà, c'est l'État qui doit garantir cela. Ce que moi je voudrais donc dire quoi? Les gens sont en train de faire des petits calculs qui sont des calculs mesquins. Nous sommes dans une période de tension politique et sociale. Est-ce qu'il faut en rajouter en cherchant à vouloir à tout prix, parce qu'on a une position dominante, abuser donc de sa position dominante pour rafler les conseils régionaux, parce qu'on a cette majorité-là sur 10 000 quelques conseillers, le RDPC se retrouve avec 8 000 quelques. Anissa Kane. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, et on voit que la contestation persiste, malgré la révolution du palais, cela montre bien que la démocratie n'est pas uniquement une affaire institutionnelle ou de texte, c'est une affaire de démarche et de processus qui peut prendre le temps qu'il faut. Et chaque peuple a son histoire dans la conscience de la démocratie. Nous avons eu le malheur dans notre pays que l'indépendance a été octroyée, dans le vrai sens du terme, à ceux qui n'en voulaient pas. Donc il fallait donc, pour qu'ils asseyent cette domination, qu'ils passent par des répressions sauvages et inculquent donc une mentalité, j'allais dire, de ou tu es avec moi ou tu es contre moi. Et c'est le gros du problème dans le microcosme politique. C'est où tu es avec moi ou tu es contre moi. Et c'est vrai dans l'opposition autant qu'au pouvoir. Parce que le séquencement dont font preuve généralement les néo-opposants de maintenant montre bien que c'est exactement la même démarche que le RDPC a pour l'ensemble de l'opposition. Ou tu es avec moi ou tu es contre moi. En 1990, c'est en se battant qu'on a arraché le multipartisme et l'inscription de la démocratie à l'ordre du jour. Et contrairement à ce que certains racontent, les interdictions de manifestations politiques datent des années 91. 91-92. Ce qui a changé, c'est que le rapport de force politique et social dans le pays ne permet plus qu'on aille à l'encontre de ces interdictions. C'est tout. Moi, j'étais heureusement dans cette dynamique. De 90 à 93,
les manifestations politiques n'ont jamais été déclarées. Elles ont eu lieu. On les tenait parce que le rapport de force le permettait. Mais, et ce qui peut se comprendre, dans un pays qui s'est bâti sur la répression politique, dès que ce cap du rapport de force a été déstructuré avec la mise en place de la première assemblée dans le pays, où l'UNDP, le MDR, l'UPC, et ce qui tenait lieu de l'UPC, a accordé au RDPC la majorité à l'Assemblée. À partir de ce moment-là, le rapport de force a donné la possibilité au RDPC de revenir aux années avant 90. Cela suppose donc que le combat pour revenir à une meilleure situation ne se situe pas dans le texte. Il se situe dans l'implication, la mobilisation et la détermination de nos propres citoyens à vouloir avancer dans des situations irréversibles. Donc, moi, je ne fais pas une magie des textes démocratiques ou des institutions comme les Américains disent qu'il nous faut des institutions fortes. Non, c'est la bataille sur le terrain, l'implication des Camerounais, leur détermination à vouloir faire avancer le processus démocratique. Mais cela n'est valable que si les Camerounais ont une haute idée de leur pays et que les replis identitaires, les considérations subjectives, sectaires, communautaristes ne prennent pas le pas sur la construction d'un pays intégré. Et aujourd'hui, la difficulté de la démocratie dans notre pays, c'est qu'on en est encore au communautarisme et que la politique se fait beaucoup plus dans l'arrière-boutique qu'au devant de la scène. Madame Barzing. Vous savez, les problèmes politiques, bon, c'est pas trop mon domaine, mais en même temps, je pense quand même que... il est plutôt fin et subtil. Il me souvient encore de ce que avait dit à l'époque Jacques Chirac, l'ancien président français, qui pensait qu'on n'était pas prêt pour la démocratie. En fait, on avait trouvé que c'était une boutade. C'était pas du tout une boutade. C'était pas une boutade. Parce que si vous le constatez bien, comme dit Alicet, que le temps perdu, hein, c'est-à-dire que le temps que les Camerounais auraient pu consacrer pour développer leur pays, depuis 90, on a passé beaucoup de temps, on a reculé parce que, qu'est-ce que voulez-vous, on dit que la démocratie, c'est le peuple, c'est-à-dire ce peuple qui manifeste sa souveraineté. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller écrire les réseaux, tout ça. Quand le peuple se soulève, personne ne peut arrêter le peuple. Donc au jour d'aujourd'hui, la démocratie au Cameroun se résume vraiment à du menu frétin, c'est-à-dire que on ne sait même plus, c'est-à-dire on ne sait plus, nous sommes perdus, parce que si à un moment donné les valeurs qui... à des octrois de pouvoir, justement, c'est-à-dire que tout est écrit. Oh, vous savez, la liberté des individus, les règles de la majorité, le suffrage universel, tout est écrit. La justice, la pluralité des partis. Une fois qu'on a écrit ça, nous sommes un pays démocratique. Mais alors, dans la pratique, où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Tel que c'est parti, je ne sais pas exactement si nous pouvons penser sérieusement et sincèrement que à travers ce qui va se passer au cours de cette année, le pays va pouvoir redémarrer normalement. C'est la vraie question. Parce que s'il y a des débats tels que M. Addo vient de le dire, à savoir que est-ce que quelqu'un qui n'a pas eu le suffrage universel, parce que la démocratie c'est ça, le suffrage universel, va venir choisir quelqu'un qui aura la vie de sa contrée, parce qu'en réalité les régionales, c'est des sensations, hein, ce qui va permettre d'éviter, parce que là aussi il faut le dire, que pourquoi il faut mettre ça en place? Parce que ça va éviter que les plus forts, que les plus riches continuent à dicter la loi. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les riches dictent leur loi. Une fois que l'on a mis la législation en place avec les régionales, ce sont maintenant ces gens-là qui vivent au quotidien, qui vont décider de ce que vous pouvez être très fort, avoir du capital fort. Mais on dit, cette fois-ci, c'est pas vous. On fait différent parce que ça ne viendra plus de là-haut. Donc, il est clair que
tel que c'est parti aujourd'hui, personne, ceux qui sont en poste pensent que ils ne peuvent même pas céder un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on dit souvent que mais vraiment, si tu as déjà 99, donne même un à l'autre aussi. Donc même les un là. Donc c'est là où le problème. Et là, ça inquiète parce que c'est des signaux forts qui font que les Camerounais se distraient. Se distraient parce que la démocratie telle qu'on la pratique aujourd'hui nous fait oublier l'essentiel, et je reviens là-dessus, c'est que l'économie dicte tout. Et que tant qu'on va perdre du temps à batailler sur des choses qui sont évidentes, à savoir la logique. C'est-à-dire que la logique de partage du pouvoir, c'est une logique implacable. Nous allons perdre de vue que nous sommes un pays qui est en retard sur un pan depuis 40 ans, à savoir l'industrialisation. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez écrire tous les textes du monde. Les vrais débats du Cameroun, une fois que tout ça est mis en place, c'est de dire que comment on fait pour que, lorsqu'on est dans une contrée, et que cette contrée a des avantages naturels, comment on fait pour passer de la production à la transformation. Ça, c'est les vrais enjeux. Et la décentralisation, la vraie, avec des élus représentatifs, est capable d'arriver à ce résultat-là. Abdoulaye a déjà dit que les élus là vraiment ils n'y croient pas beaucoup. Alors pour ceux-là cette fois-ci. Par contre, si on c'est eux qui vont mettre les prochaines conseils régionaux. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est de renverser le calendrier électoral. C'est simple. On commence par les législatives et les municipales. Ces gens-là viendront donc avec un mandat, fort de leur mandat tiré du peuple. Ils vont donc transmettre également à d'autres un mandat populaire. Bon, mais vous ne pouvez pas être dans un mandat presque artificiel du fait simplement de l'écriture de la loi et vous donnez la légitimité populaire. Ça, c'est un appel que vous faites au président qui va... Dans tous les cas, moi, je donne mon avis. Ça a été fait par les partis politiques. Oui, beaucoup, oui. Il faut qu'on le dise. Vous savez, monsieur le député, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a parlé, c'est l'égoïsme. En vérité, sur 360 communes, quand on va généralement aux élections, le RDPC est seul à être capable d'avoir les listes dans les 360 communes. Les autres partis, là, toute l'opposition réunie, c'est à peine 160. Donc seul le RDPC gagne 200 communes, sans compétir avec les autres. Pourquoi être vorace comme ça? À tel point que même le peuple, parce que le chef de l'État a dit quoi? Il veut que les jeunes et les femmes entrent massivement en politique, en confisquant donc les régionales et à vouloir faire ce que les gens proposent là. Est-ce que les jeunes et les femmes entreront? C'est difficile. Moi, je pense que la démocratie, la dynamique démocratique tient son impulsion de la vision des hommes. J'ai lu l'histoire de mon pays avec beaucoup d'intérêt. L'histoire de Oumniobé, qui avait une vision pour son pays. Et dans cette vision de son pays, sa personnalité se démarquait. C'est-à-dire, il n'apparaissait pas comme étant celui qui tient les rênes du pouvoir de l'UPC. Puisque tout le monde participait et les peuples participaient. Participaient effectivement. Le militant qui était affecté à Mora pour des raisons, pour des sanctions administratives, devenait une antenne de l'UPC là-bas. On parlait de Félix Oula-Momier. Oui. Pourquoi? Donc, tout dépend de la volonté politique des hommes d'État. Les Sud-Africains ont fait 70 ans sans voter. Le One Man, One Voice, là, c'est récent, ça ne date que de 25 ans. Mais le jour, quand les murs de l'apartheid sont tombés, tout le monde a participé. Il y a des rangs qui ont duré jusqu'à minuit pour que tout le monde vote. Aujourd'hui, une démocratie s'est mise en place en Afrique du Sud. On accepte les voix discordantes. C'est ça. Vous comprenez? Donc tout dépend, moi je pense que tout dépend de la volonté politique. Quand on veut construire une nation, les Ben Gourion ont construit Israël. Quand on veut construire une nation, on la construit. Vous comprenez? Que ce soit pas, qu'on mette des institutions, qu'on mette la démocratie, même par la force. On fabrique même l'opposition, une vraie opposition, c'est-à-dire on lui donne les moyens
d'exister et d'être ce qu'on appelle le shadow cabinet de demain. Vous comprenez? C'est donc une question de volonté. Si on ne veut pas, si on confie le pouvoir au nom d'une raison qui est purement personnelle, moi je pense que, parlons du Cameroun, le débat est personnel. Vous comprenez? Moi je ne peux pas demander au président de la République de changer le Cameroun. Il est d'une école. Il est de l'école coloniale, l'école d'administration d'outre-mer. Il ne changera pas. Vous ne pouvez pas lui demander de faire une refonte des institutions à 87 ans. C'est pas possible. On peut l'y contraindre. Vous pouvez l'y contraindre. Ouais. Mais est-ce qu'on a les moyens de l'y contraindre? Ah oui. En faisant quoi? La mobilisation? Absolument. Donc moi, je pense que si on veut... Ce que je le dis avec sincérité, il est de l'école coloniale. Vous comprenez? La même chose pour Houphouët-Boigny, décédé en 1993. On n'a pas pu l'y contraindre. Vous comprenez? Donc, l'école de chacun détermine ce qu'il fait dans la vie politique. L'école de Mandela était l'école de la révolution. Vous êtes d'accord avec moi? Cette révolution, il a poursuivi résistance, résilience jusqu'en prison, 30 ans de prison, il est sorti et puis il a mené ce qu'on doit mener. Mais je dis une chose, il faut croire au fait que la démocratie dépend de la volonté de l'homme qui veut devenir un homme d'État, qui veut construire un État. Et un État, le mot État, c'est une situation. Donc un État est futuriste. Lorsqu'on pense à un État, on pense aux générations futures. Alors, Anicet Kane peut reprendre un peu la critère de tout à l'heure, processus électoral, pluralisme et liberté civile. Et j'aimerais avec les appréhensions que vous avez définies, compte tenu de nos réalités, c'est-à-dire que le choix communautaire, vous dites qu'il faut refaire une démocratie pour notre conception locale? Non, mais évidemment qu'il faut adapter les principes qu'on dit universels à chaque contexte. C'est évident. Par exemple, bon, je ne vois pas aujourd'hui la structure du Sénat comme elle est faite, à savoir uniquement le vote indirect à partir d'un électorat déjà qui peut être contesté. On aurait pu faire par exemple un Sénat où il apparaisse peut-être plus facilement par exemple le commandement traditionnel, etc., plutôt que uniquement des élus ou des gens nommés par le chef de l'État. Voilà une adaptation qui aurait pu être adoptée plutôt que le schéma traditionnel occidental d'un Sénat ici, d'une élection indirecte. C'est la première chose. Mais, voyez, vous avez énuméré ces critères-là. Ces critères-là, il y a une différence entre la forme et le fondamental. Nous avons les oripeaux de la démocratie, c'est-à-dire qu'on a des institutions, on a tout un processus électoral, même s'il est contesté. Ce qui est important dans un processus démocratique, c'est la mise en place d'une citoyenneté. Pourquoi est-ce que les gens ne vont pas s'inscrire? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les élections, c'est parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Parce que, bon, au-delà du fait que on sait que, bon, ces élections sont contestables, et très souvent contestées, on ne voit pas à travers, depuis 1992, jusqu'à ces jours, ce que les différentes élections ont apporté de qualitatif dans la vie des Camerounais de tous les jours. Tant que ce sera ainsi, l'implication des Camerounais dans le processus électoral sera minime, sera superficielle. On est 25 millions. Il y a 3,5 millions qui ont participé. Ça fait à peu près un septième, ou un peu plus, un peu moins d'un septième. Ce n'est pas admissible. Donc moi je dis, on a beau énumérer ces critères, c'est pas sur ces critères qu'on va juger la démocratie camerounaise. On va la juger dans la participation citoyenne. Et ça, il faut comprendre, M. Wansi l'a dit, que malgré les oripeaux, on est dans une situation de domination qui s'apparente au parti unique. Malgré les oripeaux de la démocratie. Et ça ne se négocie pas. Ça s'impose. Il disait que comment on va faire? Mais c'est pas la contrainte, c'est pas le rapport de force. Il n'y a pas 36 000 sociaux. Les libertés ne se donnent pas. Elles s'arrachent. C'est vrai depuis la nuit des temps.
Un esclave ne se libère pas avec l'autorisation de son maître. Ce n'est pas possible. Batomanzi, alors, évidemment qu'il y a un fort parallèle entre le niveau, l'évolution démocratique d'un pays, d'un État, et son évolution économique. Bien entendu. C'est pour ça que, en revenant sur ce que Anissé vient de dire, les gens ne sont pas intéressés parce que la situation de tous les jours n'évolue pas. Je vous ai dit tout à l'heure que nous partons d'une Afrique, d'un Cameroun où la richesse s'est multipliée au moins par 3, où l'ensemble des biens qu'on produit s'est multiplié au moins par 3. Le PIB. Là, le PIB, pour parler vraiment simple, c'est-à-dire que nous avons plus produit. Nous avons plus produit. Beaucoup de ceux qui n'avaient pas ont davantage, mais tous ceux qui avaient un peu non plus. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que nous sommes partis aujourd'hui d'une situation, je le dis toujours, et c'est très important, d'un Cameroun qui avait 3 classes sociales. Ceux qui étaient un peu bien, qui étaient moins nombreux, la classe moyenne qui était plus nombreuse et qui soutenait véritablement le pays dans son unité, dans son rayonnement, et ceux qui n'avaient rien, qui étaient une minorité. À partir du moment où, dans un pays, la classe moyenne est diluée, le pays perd de sa substance. Et aujourd'hui, vous croyez que qui va donner la force à celui qui est là en bas d'aller s'inscrire? C'est justement celui qui était au milieu, qui comprenait un peu ce que ça peut donner le fait d'aller s'inscrire. Donc, comment voulez-vous que dans une maison où celui qui va au travail, qui a le diplôme, s'en fout de ce que veut dire aller s'inscrire? Croyez-vous que cette personne qui est en bas ne n'ira jamais s'inscrire? Voilà pourquoi nous avons les 3,5 millions sur les 25 millions. Donc, le côté économique, qui est le nerf de la guerre, qui est ce pour lequel la démocratie existe, parce que, voyez-vous, on peut toujours dire que, est-ce que celle-là, en Chine, ça se passe comment? Posez-vous des questions. En Chine, ça s'est passé comment? Donc, pour dire que, est-ce que c'est vraiment cette démocratie-là qui nous donne toute la partie théorique, parce que vraiment nous sommes en démocratie, régime politique par lequel le pouvoir a fait ceci, contrôle. Est-ce que ce peuple contrôle véritablement le pouvoir? À partir du moment où le peuple sent qu'il ne contrôle pas le pouvoir, il devient désintéressé. À partir du moment où le peuple ne sent pas que ses conditions de vie au jour le jour s'améliorent, il ne peut que être désintéressé, et ça ne fait que continuer. Je vous dis que nous ne pourrons pas atteindre les fameux 10 millions, on ne pourra pas, parce que tel que les choses s'en vont, le discours que dit M. Ado n'encourage pas. Parce qu'en réalité, M. Ado fait partie de la majorité. Et M. Ado se rend compte que non, ce n'est pas normal. Donc, comment voulez-vous que ces militants même qui peuvent venir soient même... Parce que si maintenant on marginalise M. Ado, comment voulez-vous que la personne qui pense pouvoir lui donner la voix, pour cette personne, cette voix ne comptera, ne changera rien. Donc, du coup, le fait de ne pas voir le palais aménagé, parce que tout ça va ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie devient encore plus dure, alors que la croissance économique est au rendez-vous. Je vous dis que l'Afrique, le Cameroun, est le seul continent, le seul pays où, quand on parle de 5% de croissance, de 6%, on voit, quand on parle de 5% de croissance, les gens devraient être en train de dire que ce travail, je le refuse. Donc, tel là, non, pas demain. Rappelez-moi, je ne suis pas disposé. Mais quelle est cette croissance en Afrique qui engendre la pauvreté? Qui engendre la pauvreté. Donc, nous ne pouvons que être dans la défection de l'intéressement de la vie politique et donc de la démocratie. Et j'ai peur que si jamais ce renversement ne se produit pas, il est incontestable qu'il y aura des effets. Parce qu'en réalité, le renversement de calendrier, je veux dire, parce qu'il paraît anormal de dire que quelqu'un qui n'a pas été élu au suffrage universel, c'est ce qu'on dit ici, dans la démocratie, viennent à voter pour quelqu'un qui va gérer les affaires de la cité. Donc, du coup, ça va encore davantage éloigner le peuple
de la chose politique. Et alors, Abdoulaye, faut-il réinventer notre démocratie? Faut-il renforcer déjà l'existentiel? Que doit-on faire? Ce qu'il y a en termes d'acquis, on consolide. Maintenant, les insuffisances, on peut améliorer. La meilleure manière de permettre aux acteurs politiques d'accepter et d'être fair-play, c'est qu'il y ait un consensus sur la question électorale entre les organisateurs, les acteurs et même l'État. Parce que quand les élections ne sont pas contestées, c'est très facile. Les gens attendent simplement 5 ans, ils vous renversent. C'est simplement ça. Ailleurs, là, qu'est-ce qu'on fait? On ne tape pas un président ou un élu. Les conditions d'impopularité de ce président l'empêchent même de pouvoir candidater. Vous avez vu M. Hollande? Personne n'a chassé M. Hollande. Lui-même a dit que non, je ne me présente pas. Parce que la France a quand même un certain niveau de démocratie où le peuple est capable de décider qui il met au pouvoir. Donc moi je crois que si on améliore par le dialogue, par le consensus, un certain nombre de choses, les frustrations qu'on a là, ça va essayer de s'estomper. Parce que, monsieur député, on est obligé de constater que dans beaucoup de pays africains, le lendemain des élections, c'est une incertitude. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Alors, dernière ligne droite, on ressort dans moins de 5 à 6 minutes et je vais donc poser la question de façon générale pour rejoindre le premier thème qu'on a abordé tout à l'heure. Vous voyez qu'on a déblayé nous-mêmes notre environnement démocratique. On a commencé par les résolutions de l'Union européenne qui nous interpellent justement à assainir cette démocratie. Peut-on donner raison à partir de là à cette Union européenne au regard de notre démocratie, Anissé Kani? Le problème n'est pas de donner raison à l'Union européenne. Le problème est de dire à l'Union européenne qu'en tout état de cause, nos problèmes seront réglés par nous-mêmes. Qu'ils règlent les leurs, ils en ont beaucoup. Beaucoup, peut-être beaucoup plus que nous. Parce que c'est des sociétés plus élaborées en matière d'organisation. Donc les couacs, ils prennent une importance. On a vu comment un petit mouvement comme les Gilets jaunes sont à bloquer tout. 5 mois, depuis 5 mois. Depuis 5 mois. Ce n'est pas. Et c'est pas fini. Les remarques que l'Union européenne a faites. Mais on n'a pas attendu l'Union européenne pour faire ces remarques au régime. Les mêmes. Ça fait des, je sais pas, depuis 92-93, on fustige l'encadrement, j'allais dire, sélectif des manifestants de partis politiques. Depuis le ONEL 1, ONEL 2, ONEL 3, on continue à dire que le processus électoral n'est pas consensuel. On l'a dit. Depuis la conférence nationale souveraine déclarée sans objet par Biya en 1991, on demande un dialogue national. Donc l'Union européenne n'a pas inventé la machine à couper le beurre. Mais sa sortie n'a d'autre objectif malicieux que de maintenir ce régime que nous on veut renverser dans des conditions de comment je vais dire, à la limite, la société de l'Union européenne renforce le régime dans la mesure où il suscite un sentiment de souveraineté, de patriotisme autour de lui, pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du Cameroun, pour des intérêts non avoués, mais qui partent des intérêts économiques et financiers qu'ils ont dans le Cameroun. Rappelez-vous, et ça personne ne va nous démentir, quand il a fallu parler de la cession de la gestion du port de Kribi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une pression française qui a imposé Bolloré. Les ministères à cette qui chargeait le dossier, le premier ministère avait pratiquement écarté la candidature de Bolloré. C'est intervenu exactement lorsqu'il a fallu la modification de la Constitution. Donc moins de pression. Moins de pression. Vous direz pareil, je veux dire, je reprends la même question que j'ai posée tout à l'heure, en parallèle avec le premier thème de notre démocratie.
Je pense que notre démocratie est une question de volonté. Je prends souvent l'exemple du Ghana. Vous comprenez? J'ai vu Rawlings prendre le pouvoir. J'étais à Abidjan. J'ai vu Rawlings exercer le pouvoir avec de la violence. J'ai vu comment Rawlings a pris le pouvoir à partir d'un jugement. C'était pas l'habeas corpus, c'est-à-dire le juger en public. Le peuple est rentré au tribunal et l'a accompagné jusqu'à la présidence en le portant sur les épaules. Parce qu'il a écouté un discours discordant. Alors, j'ai vu Rawlings mettre en route la démocratie. Donc c'est une question de volonté. Nous souffrons d'un manque de compétitivité électorale. C'est comme un match de football où on sait déjà qui va gagner. Vous comprenez? Cette absence de compétitivité électorale a bloqué le système. Peut-être que ceux qui ont mis ce système en place ne pensaient pas si bien le ficeler. Il est très bien ficelé. Vous comprenez? De façon impersonnelle, ceux-là, c'est qui? Ceux-là, oui. Le pouvoir en place, bon. Moi je le dis, pourquoi je peux? Le pouvoir en place a ficelé le système. De telle sorte que nous, le regard que l'Union européenne, le regard que les autres ont de nous, est dit, mais avec toute cette puissance, avec toute cette potentialité, ces gens-là devraient démarrer et être très puissants. Nous avons les moyens de redistribuer nos biens à nos populations pour en faire des gens suffisamment heureux. Merci. Mato Bazi. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord savoir que notre démocratie, par rapport à l'environnement actuel, souffre d'un manque d'alternance. Parce qu'en réalité, si vous remarquez bien le désintérêt, et puis le lien et le parallèle qu'on peut faire avec les reproches de l'Union européenne, en fait, nous ne pouvons pas dire que pendant 40 ans, c'est-à-dire que 40 ans, c'est-à-dire que la démocratie, ça peut même être le même parti. Mais je vous jure que si même à l'intérieur du pouvoir aujourd'hui, ça tournait. Comme en Chine. Le pays, merci beaucoup. Donc je voulais finir là pour dire que la démocratie, c'est pas forcément d'avoir 10 000 partis, 50 000 ceci, c'est l'alternance qui donne l'envie. Même à l'intérieur d'un même parti, il peut avoir de la compétition, il peut avoir de la compétition. C'est ça qui stimule et c'est ça qui permet au peuple d'être intéressé. Mais à l'heure actuelle, j'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Abdoulaye Ado. Oui, c'est que moi je dirais, le Cameroun ne refuse pas d'écouter des conseils. Mais les injonctions, ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes un État souverain. On peut accepter des conseils. Personne n'est infaillible. Il y a même sûrement des faiblesses dans notre gouvernance. Mais c'est la manière, bon, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais c'est la manière de le dire. Le ton, l'injonction. Le moment. Comme si on parlait à des gens. Pourtant, c'est aussi des dirigeants. Même si c'est des dirigeants d'Afrique, même si c'est des dirigeants d'Afrique, on doit les respecter. Merci. Merci à vous également, madame, messieurs, pour votre attention ce soir. Merci à nos panélistes, Anissé Kanen, le docteur Joël Ouansi, Martin Obazin, et puis Abdoulaye Ado, qui est parti de Yaoundé. Bon retour. Je dis également merci du côté des États-Unis à Christian Ebeke, qui était avec nous à travers le téléphone. Bonsoir, jeudi nous serons avec le docteur Balaguel Kunkot, le secrétaire général de l'UPC, qui sera avec nous dans l'émission Entretien avec. Bonsoir et à jeudi 21h, mardi, une autre édition de Cartes sur table.